Professeur Renaud Piarou, merci d'être avec nous, épidémiologiste et chef du service parasitologie à la Pitié-Salpêtrière. Le pass sanitaire et la vaccination des soignants ont donc été validés par le Conseil constitutionnel, à l'exception de la mesure d'isolement obligatoire. Je cite, ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné, dit le Conseil. Vous êtes d'accord avec cette décision? Je rajouterais fausse bonne idée. C'est-à-dire dans la mesure où... il y a eu un débat déjà, c'était l'hiver dernier. Certains députés prônaient justement cet isolement obligatoire. Mais le problème, c'est que pour avancer dans l'isolement des personnes, il faut d'abord les diagnostiquer. Il faut que les personnes acceptent de passer des tests, de faire des tests PCR ou des tests antigéniques. Et si, quand on passe un test, on sait que derrière, il y a un risque de sanction, de contrainte, etc., ben on peut, face à une forme bénigne de la maladie, décider de ne pas se tester. Donc, on aurait perdu dans le testing, en quelque sorte, ce qu'on aurait gagné dans l'isolement. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour, justement, ces positifs, ces malades? Est-ce que c'est simplement une consigne de rester chez eux pendant une semaine qu'il faut maintenir, ou est-ce que vous proposez autre chose? En fait, je propose autre chose, et c'est autre chose qui est fait d'ailleurs. Une personne qui est positive, on va l'aider, on va l'accompagner. L'assurance maladie, puisque c'est maintenant l'assurance maladie qui fait ça, les appelle et essaye de voir comment organiser cet isolement, mais sans contrainte, sans amende à la clé. Comment les aider pour s'isoler, comment voir par rapport au travail, par rapport aux arrêts de travail, etc. Comment voir par rapport à des contraintes de type course, proposer des visites à domicile. Toutes ces choses-là facilitent l'isolement sans y mettre de contraintes. Donc c'est pas grave si le Conseil constitutionnel finalement a dit ben on ne peut pas, sans regarder au cas par cas, parce que finalement c'est ça, sans regarder au cas par cas, dire une personne, vous vous isolez, c'est une privation de liberté. D'un point de vue sanitaire, c'est pas très grave parce qu'on obtient les mêmes résultats en discutant avec les gens. On obtient vraiment les mêmes résultats, on peut faire confiance au sens de responsabilité des Français, selon vous? C'est difficile à mesurer, mais comme je vous l'ai expliqué, peut-être qu'en faisant un isolement contraint, on obtiendrait jusqu'à 100%, et encore je ne crois pas, jusqu'à 100% de personnes qui s'isolent, mais parmi les personnes qui se testent. Or, si c'est dissuasif pour se tester, on perd d'un côté ce qu'on aurait gagné de l'autre. Vous dites d'ailleurs, vous plus globalement, qu'on n'est pas très bon en France en ce moment, en tout cas dans le suivi des personnes contaminées. On a du mal à retracer les cas contacts. Ça, c'est un problème en ce moment dans la lutte contre l'épidémie? C'est pas qu'on n'est pas très bon en France. Ça a été bien meilleur, par exemple, au printemps. Un indicateur, c'est quand les personnes de l'assurance maladie téléphonaient. Dans presque 30% des cas, au pic, les personnes appelées se savaient déjà contact et avaient déjà été identifiées comme contact. D'ailleurs, elles avaient déjà pris des mesures, elles s'étaient déjà plus ou moins isolées, elles avaient elles-mêmes moins de contacts. Et là, ce chiffre, au lieu d'être entre 28 et 30%, est descendu à 13-14%. Mais la raison est que l'épidémie a changé. L'épidémie actuellement, c'est une épidémie qui touche les sujets jeunes, qui accompagne la période festive et qui est liée à un virus beaucoup plus contagieux. Et donc, on ne sait pas maintenant, quand une personne est contaminée, elle sait très rarement qui a pu la contaminer et dans quel contexte elle a été contaminée, si bien que cet outil du tester, tracer, isoler devient moins fort qu'il ne l'a été, par exemple, en mars-avril. Et c'est raison de plus pour que la vaccination vienne prendre le relais. Mais alors justement, dans ce que vous dites, avec un virus plus contagieux à cause du variant Delta, est-ce que cette entrée en vigueur du pass sanitaire dans les restaurants, les cafés, c'est ce qu'a validé en revanche le Conseil constitutionnel qui a donné son feu vert, est-ce que cette entrée en vigueur du pass sanitaire est une bonne mesure pour limiter l'impact de ce variant ou finalement, peut-être pas tant que ça? Alors je vais être sur deux dimensions. La première, c'est est-ce que le fait qu'on augmente le nombre de personnes vaccinées est une bonne mesure? Incontestablement, oui. C'est-à-dire, quelle que soit la méthode utilisée, le fait qu'on continue... Alors,
on commence à avoir un nombre de vaccinés qui est important en France. Vous dites que c'est un succès la vaccination en France. Je me dis que, j'ai beaucoup travaillé sur les épidémies, je me dis que si on avait raconté une histoire d'une épidémie quelque part en Afrique, qu'un vaccin soit disponible et qu'on commence à dire, bien, on en est... Parce qu'actuellement, si on prend la population des personnes de plus de 12 ans qui sont éligibles à la vaccination, on a ces 58 millions de personnes en France, cette part de la population, on est 67 millions, mais 58 ont plus de 12 ans. Il y a déjà 44 millions de personnes qui sont engagées dans la vaccination, 36 qui sont complètement vaccinées, et puis les 7 à 8 millions qui sont en cours de vaccination. 44 millions, c'est plus des 3/4. Donc une couverture vaccinale qui commence à être vraiment importante. Si on avait eu ça sur une épidémie quelque part en Afrique intertropicale et on dit, bon, ben, MSF y va ou l'UNICEF a trouvé des vaccins et fait une campagne de vaccination, tout le monde aurait applaudi. Donc pour moi, la vaccination, à cause de l'évolution de l'épidémie, etc., est vraiment l'outil essentiel. Alors et après, le pass sanitaire. Voilà, le pass sanitaire, pour moi, c'est un chemin pour aller vers la vaccination, mais ce n'est pas le seul chemin. C'est un choix, le choix est politique, le choix est stratégique. Ça aurait été quoi un autre chemin pour inciter les gens à se faire vacciner? La vaccination obligatoire? Vaccination obligatoire, Vous êtes pour? Oui. Je suis médecin. Et je voyage aussi beaucoup sur les épidémies. Alors en tant qu'adulte, par exemple, en tant que médecin, je dois être vacciné contre l'hépatite B. On ne m'a pas laissé le choix. J'ai vu personne manifester pour dire c'est un scandale qu'on oblige nos pauvres médecins, nos pauvres soignants, les gens qui travaillent à l'hôpital, à se vacciner contre l'hépatite B. En tant que voyageur, quand je pars en Afrique, je dois présenter mon carnet de vaccination contre pour la vaccination de la fièvre jaune. Oui. Et là encore, aucune manifestation devant les aéroports pour dire c'est un scandale. Complètement clair, ce que disent les manifestants, ils ne sont pas forcément opposés à tous les vaccins, ils disent que sur ces vaccins, notamment ARN messager, il n'y a pas assez de recul scientifique pour juger de l'innocuité à long terme de ces vaccins. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'ils utilisent les autres, s'ils veulent. C'est-à-dire les autres. Et l'AstraZeneca, il y avait la possibilité. Le Janssen, ils sont des vaccins qui ne sont pas des vaccins ARN messagers. Où là, il y a plus de recul, vous dites? Non, je réponds à la question. Pour moi, il y a suffisamment de recul. Pour moi, j'ai pas eu d'inquiétude parce que, bon, j'ai regardé les études, j'ai regardé... donc, dès le mois de janvier, quand on a eu les études qui sont arrivées, non, ça m'a pas affolé. Il y a quand même un recul, parce que c'était une technologie qui était utilisée et qui était en cours de mise au point en cancérologie. Donc, j'ai pas cette appréhension vis-à-vis du vaccin ARN, mais en tout cas, c'est pas le seul vaccin qui existe. Si c'est ça le problème, mais qui manifeste pour dire on veut absolument avoir accès à tel ou tel autre vaccin, ça pourrait être un truc intéressant à proposer. Alors, autre disposition dans ce texte, l'obligation du pass qui a également été validée pour les patients non urgents dans les établissements de santé et les maisons de retraite, tant qu'il ne fait pas obstacle à l'accès aux soins. Et la décision sera laissée à l'appréciation des soignants. Oui. Votre avis là-dessus? Est-ce que vous comprenez l'inquiétude des soignants de se dire ils vont devoir trier en fait les patients considérés comme urgents et non urgents? No way. On ne va pas trier. Alors, comment ça se passe? On est soignant. Si une personne malade vient à l'hôpital, alors pour dire comment on va s'organiser, parce que moi, je peux dire très pratiquement ce qui a été discuté en cellule de crise du groupe hospitalier APHP Sorbonne Université, Pitié-Salpêtrière, Tenon, Trousseau, Saint-Antoine, enfin quand même un certain nombre d'hôpitaux. L'idée, c'est que une personne qui vient, d'abord si c'est des urgences et tout ça, on réfléchit pas, elle rentre et puis c'est tout. Si il y a possibilité de le faire, on va mettre de toute façon des barnums, des centres de dépistage à l'entrée des hôpitaux. Un dépistage, ça prend 20-25 minutes et les personnes seront dépistées si elles n'ont pas leur passe sanitaire. Pour les accompagnants, si ce sera vraiment avec discernement, c'est-à-dire qu'une personne, par exemple, il y a l'hôpital Trousseau, qui est un hôpital pédiatrique, les parents, on ne va pas leur dire vous restez à l'entrée de l'hôpital, même si vous n'avez pas votre passe sanitaire.
Et puis, effectivement, s'il y a des visiteurs, tout dépend des choses. Mais enfin, il y a cette possibilité de se faire tester oui. grâce à des barnums à l'entrée de l'hôpital. C'est la solution que vous proposez. C'est ce qu'on va mettre en place. C'est ce que vous allez mettre en place. Le Conseil qui ne trouve rien à redire non plus sur la vaccination obligatoire des soignants. Or, on voit que ça crée des remous. Il y a eu un appel à la grève illimitée là, lancé par un syndicat, appel à la grève illimitée le 4 août dernier. Eux, ils disent « Nous ne sommes pas contre la vaccination, mais ça doit rester un choix libre ». Est-ce que le fait que ça entraîne un mouvement de grève, ça vous choque, vous, en tant que médecin? Je vais prendre un exemple. J'ai mon père qui habite à Aubagne, et puis, alors c'est pas à l'hôpital, mais c'est les infirmiers qui viennent à domicile. Je ne sais pas pour quelle raison, là-bas, pendant des mois, ils ne voulaient pas se vacciner. Donc ils rentrent chez des personnes, je ne suis pas tout jeune, donc vous imaginez, mon père est quand même relativement âgé, et il rentre, on sait qu'on a un virus où on peut être asymptomatique, on sait que en intérieur, il se transmet quand même pas mal. Et ces personnes-là, bon, effectivement, on se disait, on a le droit de ne pas se vacciner, c'est notre droit, c'est ce qu'on veut. Oui, mais s'il arrive quelque chose à mon père, ce sera lié à ce droit-là. Donc, finalement, c'est un peu ce que le Conseil constitutionnel a dit, c'est qu'il y a deux droits, le droit à la santé, le droit à ne pas se voir contraindre. Donc, les soignants qui ne veulent pas se faire vacciner, ça vous choque? Ah oui. Oui. Oui, oui. Alors, on le voit, vous portez le masque avec nous en plateau. Est-ce que vous considérez que le port du masque doit être rétabli le plus largement possible en France, ou est la solution actuelle, c'est-à-dire à l'appréciation des préfets dans certaines villes, en fonction de la situation sanitaire, est la bonne? Effectivement, ce qui est valable aujourd'hui ne l'est pas forcément dans un mois, dans 2 mois. Imaginez que ça se mette à redescendre. C'est une histoire de risque. Le risque est plus important quand on est en phase épidémique, et c'est le cas actuellement. Donc, bon, je trouve qu'il vaut mieux montrer l'exemple et porter le masque. Mais en extérieur aussi? En extérieur, dans les rues de Paris ou un truc comme ça, non, ça sert à rien. Mais là, on n'est pas en extérieur. Si c'est en extérieur qu'on est relativement tassé quelque part, on sait qu'il y a de la transmission. Ce variant Delta et les modes de transmission laissent fortement suspecter, je ne sais pas moi, par exemple une terrasse qui est un peu fermée, il y a 2 ou 3 pans de murs autour, et il y a juste, c'est les définitions des terrasses, vous voyez à peu près comment ça peut être, c'est pas toujours en plein vent. Une terrasse peut être un lieu de transmission s'il y a vraiment beaucoup de monde, et si ça... voilà, si les gens parlent fort parce qu'il y a du monde. C'est l'appréciation de chacun, quoi. Il faut qu'on évalue un peu au cas par cas à quel moment on pense qu'il est plus utile de porter le masque. Vous parliez de l'explosion épidémique, d'une situation épidémique un peu compliquée. On remarque quand même, c'est pour ça que ce variant peut surprendre, on remarque qu'il y a une trentaine de départements où la tendance est plutôt à la baisse. Je prends l'exemple des contaminations dans les Pyrénées-Orientales. Le taux d'incidence est passé de 625 à 534 en une semaine. Pareil dans les Landes, de 307 à 284. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une tendance à la baisse, même dans des départements assez touristiques. Alors, en fait. Explosion épidémique depuis plusieurs semaines, même depuis le mois de mai. Je revenais un peu sur... quand on savait que si on déconfinait trop vite, trop fort, il y aurait un rebond. Mais en ce qui me concerne, j'ai jamais dit que ce rebond serait une catastrophe de la même nature que ce qu'on a eu dans les 3 premières vagues. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une certaine quantité de la population qui est vaccinée. Exception, ça, c'est ce qui s'est passé dans les Antilles. On voit très bien que quand la proportion de personnes vaccinées est faible, effectivement, on revient sur une situation catastrophique. Donc, c'est pas une explosion, c'est une reprise. Et puis, à un moment, ça a repris vite pendant 1 ou 2 semaines. Et puis, très vite, effectivement, ça s'arrondit. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout début du mois de juillet, sentiment de c'est fini, ça va bien, etc. Chacun se lâche, et en particulier dans les villes côtières du sud de la France, la fête, etc. Et puis, en bout de 15 jours, on s'aperçoit que ça va moins bien. Et à la fois, il y a des mesures prises localement. Notamment les masques dans 28 départements, effectivement. Les masques,
des fermetures d'établissements un peu plus tôt, etc. Et puis, il y a probablement aussi une prise de conscience que finalement, le problème n'est pas fini. Quand on est dans l'Hérault, moi j'étais en vacances dans l'Hérault, on voit bien que le nombre de cas a augmenté de manière assez importante. Donc il y a une prise de conscience et les gens réagissent en prenant un peu plus de précautions. Il y a toujours finalement une espèce de mouvement de balancier. Donc vous dites attention, c'est pas forcément très bon signe, c'est peut-être juste parce qu'on a doublé de vigilance, parce que la courbe repartait à la hausse, mais c'est pas forcément la fin de l'épidémie. Si on arrêtait complètement là, ce serait encore très juste. De toute façon, avec un virus aussi transmissible, même avec des taux de couverture vaccinale très élevés, il y aura quand même besoin de rester plus ou moins méfiant et faire attention tant qu'on a du virus ailleurs dans le monde, etc. Donc il faudra un jour avoir une stratégie mondiale. On ne l'a pas actuellement. Alors, la question que se posent beaucoup de ceux qui nous écoutent, concernant, vous avez parlé de la vaccination, du variant Delta, est-ce que, oui ou non, il y aura besoin d'une 3e dose pour être complètement vacciné contre ce nouveau variant? Et d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a évoqué. On va l'écouter d'ailleurs, peut-être, oui. Emmanuel Macron. Il est maintenant établi que pour en effet lutter contre ce virus, il faut des rappels. Et il faudra vraisemblablement une 3e dose, pas pour tout le monde tout de suite, mais en tout cas pour les plus fragiles et pour les plus âgés. C'est pourquoi nous nous préparons, comme d'ailleurs les autres pays européens, à faire cette 3e dose pour les personnes qui sont les plus âgées et les plus fragiles. Et nous le ferons à partir de la rentrée. Alors, à partir de la rentrée, on a appris aussi par le ministère de la Santé qu'on sera défini la semaine prochaine le champ d'application de cette 3e dose. Est-ce que vous considérez qu'il faut vacciner en 3e dose tout le monde ou simplement une population plus restreinte? On peut se donner encore un peu de temps parce qu'on n'a pas fini la 2e dose, mais on a déjà commencé la 3e dose sur les patients les plus immunodéprimés. Des greffés d'organes, par exemple, les transplantés d'organes, greffés du rein. On leur propose une 3e dose. On voit qu'il y a des cas chez des personnes, et on revoit des cas chez des personnes qui sont doublement vaccinées. Alors, je précise une chose, la vaccination diminue le risque d'attraper le virus, elle ne le rend pas complètement nul. Et donc, c'est pas 100% efficace, on l'a dit depuis le début. Donc, il y a des gens qui l'attrapent. Et avec un virus extrêmement contagieux, finalement, ça continue à poser problème. Donc, je pense qu'effectivement, on va être amené à proposer une 3e dose et idéalement, que cette 3e dose, avoir une 3e dose qui soit efficace, qui soit ciblée sur les variants qui circulent, parce que le vaccin qu'on a actuellement, finalement, il cible une souche qui a quasiment disparu et mais qui ne cible pas cette 3e dose je dirais concerné. C'est un peu de la boule de cristal pour savoir comment va évoluer l'épidémie, mais a priori, on risque d'avoir besoin de cette 3e dose pour tous. Pas uniquement la population vulnérable, comme le fait par exemple l'Allemagne aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, d'abord, on est dans un contexte où la 2e dose n'est pas complètement donnée. On est dans un contexte où il manque des doses pour d'autres pays. Mais selon l'évolution de l'épidémie, je pense qu'on va être amené, peut-être pas là en septembre, mais peut-être dans l'hiver prochain, à faire une 3e dose. Pour tout le monde, donc. Pour tout le monde, et ciblant mieux les variants actuels. Merci beaucoup, merci professeur d'être venu sur le plateau nous apporter toutes ces réponses. Il est 8h40.